Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors, moi je fais de la bande dessinée, mais aussi de l'illustration depuis seulement 4-5 ans. Et je viens d'un parcours scientifique à l'origine, mais j'ai toujours dessiné et créé dans ma vie. Bonjour Zoé Sauvage. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce podcast pour nous parler de ta toute première bande dessinée réalisée à la Maison des auteurs de la Cité de la BD d'Angoulême. Ça s'appelle Les Faits scientifiques, c'est publié chez Cambourakis. Et c'est l'histoire de Zoa, qui est étudiante en biologie. On est en 2035, le monde va mal, c'est le moins qu'on puisse dire. La biodiversité a disparu, sauf dans des parcs où on la maintient chirurgicalement, j'allais dire, c'est-à-dire l'homme n'a pas le droit en principe d'y entrer. Notre scientifique, notre étudiante va être admise dans l'un de ces parcs et c'est le début d'un parcours. Elle va notamment rencontrer beaucoup de scientifiques femmes, là-dessus on va y revenir. D'abord, tu le disais en présentation, tu as une formation plutôt scientifique. Pourquoi cette histoire? Comment ça t'est venu? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter? Vraiment, l'idée de base, c'était de parler d'un personnage, un scientifique ou une scientifique, qui évoluerait en fait à la fois dans sa pratique et dans sa pensée. Ça, c'était vraiment ce que je voulais depuis le début. Voilà, parce que je trouvais qu'en fait, dans le monde scientifique, il y avait quand même des restes de cartésianisme assez extrême des fois, c'est-à-dire Descartes en fait a fait plein de bonnes choses pour la science, l'esprit scientifique, mais aussi amené à penser que la nature était comme une sorte de grosse machine, qui fonctionnait avec des rouages et qu'il suffisait de la décortiquer pour la comprendre, et qu'on était comme maître et possesseur de la nature, alors que c'est complètement, c'est absurde. Et ça reste en fait, c'est une pensée qui reste quand même malgré tout, et je trouve que les chercheurs sont un peu quand même étriqués là-dedans et s'empêchent de s'ouvrir à d'autres choses, en tout cas d'en parler s'ils le font. Et donc je voulais montrer un parcours d'un scientifique qui est sûr de lui et qui va en fait douter de plus en plus. Donc ça c'était l'idée de base. Et puis peu à peu en développant, ça s'est inspiré de mon propre parcours en fait. Et au bout d'un moment, j'ai carrément osé en fait parler presque de moi, donc non pas Zoé, mais de Zoa, une jeune étudiante en biologie et qui va évoluer en fait grâce à un parc naturel très spécial dans un futur proche. On va revenir sur toutes ces scientifiques femmes dont tu parles, qui pour certaines seraient trop vieilles pour être vraiment encore là en 2035. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un récit qui est à la fois très réaliste, puisque pour le coup, on se dit que dans 15 ans, on peut avoir des vrais problèmes de biodiversité, puisque c'est déjà le cas, et qu'on peut peut-être être amené à devoir envisager ce type de parc. Et en même temps, on sent que tu n'as pas voulu l'ancrer non plus dans un réalisme total. Si je m'étais un peu lancée dans de l'anticipation très réaliste, avec des détails cohérents et tout, ça m'aurait empêché plein de libertés, comme en effet certaines femmes qui sont décédées dont je parle, ou qui sont trop vieilles pour faire certaines choses comme grimper aux arbres, comme Jane Goodall, 85 ans, ne ferait pas ça. Et aussi, même les situations, elles ne font pas de la science de la façon que je le décris en fait dans le livre. Par exemple, Temple Grandin, c'est une scientifique autiste américaine, et elle se met à la place des bêtes d'élevage. Et dans un de ses livres, elle raconte de façon anecdotique qu'elle se met des fois à quatre pattes dans les élevages ou les abattoirs pour observer autour d'elle et imaginer ce que les vaches voient et qu'est-ce qui les fait paniquer. Mais voilà, c'est juste une petite histoire, elle raconte comme ça, et moi je la mets en scène pendant toute la scène de mon livre, à quatre pattes, courant avec les aurochs. Forcément, tu disais toi-même, Zoa, tu as fait des études scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a de toi dans ce personnage? Pas mal de choses, c'est pas totalement moi en effet, mais par exemple Zoa, c'est une jeune étudiante très sûre de ce qu'elle sait, assez ambitieuse. Elle veut devenir quand même une des meilleures chercheuses du 21e siècle. En tout cas, d'apparence, elle a l'air très sûre d'elle. Moi, j'étais assez ambitieuse, mais pas à ce point-là. Enfin, je voulais juste vivre de mon métier, devenir chercheuse et tout ça, chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de thèse finalement, mais j'étais très sûre de ça, de mon parcours futur et tout ça. Elle est aussi capable de choses négatives, c'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans une compétition et écraser les autres s'il le faut, les laisser derrière elle,
Voilà, toujours dans ce but-là de réussir. Et donc ça, moi, je ne l'ai pas du tout fait. Mais j'ai senti cette compétition, même dans le milieu voilà, de la fac et tout ça. Ça se ressent, en fait, pour avoir la thèse qu'on veut, des choses comme ça. Sa grande sensibilité, le handicap, pour elle voit ça que comme un handicap, en fait. Et elle fait des crises de panique, par exemple, dans le métro, ce qui m'est arrivé. C'est pas très agréable. Donc voilà, elle a aussi des pensées très négatives qui reviennent, des ruminations. Donc je les ai représentées comme des nuages qui tournoient un peu autour de sa tête et qui l'empêchent de voir clair à travers. Donc c'est souvent des pensées que plein de jeunes femmes ont, et bon, bien sûr des hommes, hein, mais moi je connais mon expérience et celle de copines par exemple. On a l'impression d'être incapable de certaines choses, d'être pas assez forte, voilà, de se dévaloriser sans arrêt. Et je voulais montrer ça de façon graphique. Et voilà, il y a tous ces handicaps, entre guillemets, qu'elle va devoir laisser tomber, en fait, peu à peu dans l'histoire. En tout cas, essayer de les abandonner, et je vous dis pas de quelle façon. On parlait de la trame de l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de questions de domination dans cette bande dessinée. Évidemment, la domination de l'homme au sens large sur la nature et les animaux, de l'homme là sur la femme, de certains scientifiques et d'une certaine forme de science sur d'autres. C'est-à-dire que c'est une BD qui parle beaucoup de cette domination au sens large et d'une société de dominants et de dominés finalement. Oui, c'est très prégnant dans l'histoire, c'est central, c'est vrai. Parce que Zoa, oui, on sent dès le début qu'elle voit bien qu'il y a des choses qu'elle est incapable d'avoir ou qu'elle va devoir se battre bien plus pour les avoir. Donc elle est féministe en un sens, mais en fait elle se rend pas compte qu'elle joue en fait quand même le rôle qu'on lui demande, c'est-à-dire d'être du côté des gagnants, c'est-à-dire d'être du côté du masculin, d'avoir un métier d'homme dans un monde d'hommes en ayant des valeurs plus masculines, de compétition, de domination en effet, des valeurs qu'on dit masculines, qui sont plutôt négatives, comme ça. Et en fait, elle va voir que cette domination est en fait totalement délétère pour non pas juste les relations sociales, mais aussi pour la nature et le vivant dans son ensemble, et que c'est carrément contre nature. Et ça, elle va le découvrir peu à peu, et voir une autre façon d'être féministe, on va dire, et anti-domination globalement. Et en refusant d'être un fucking jambon. Oui, c'est ça, de ne plus être un bout de viande, voilà, dans les yeux des autres. Justement, je le disais en préambule, sans trop en dire, mais en même temps, c'est pas le cœur de l'intrigue, elle va rencontrer tout un tas de scientifiques femmes. Ces scientifiques-là, déjà, est-ce que tu peux nous parler d'elles? Et pourquoi tu les as choisies? Et qu'est-ce qu'elles représentent justement aussi pour toi dans l'histoire? C'est 5 femmes. C'est vrai que c'était dur de sélectionner 5 femmes seulement, mais je voulais que leur point en commun, ça soit leur originalité dans leur façon de pratiquer la science. C'est des femmes, pour certaines même excentriques, pour utiliser un talent, voire même un handicap. L'autisme est vu comme un handicap, mais des fois, ça ne l'est pas vraiment. Comme Temple Grandin. Et en fait, chacune a laissé libre cours à cette originalité, à leur créativité, leur sensibilité, sans se poser trop de questions de savoir si ça collait dans les cases du monde scientifique, quoi. Même Barbara McClintock des années 50 en génétique, elle s'est complètement lâchée dans l'observation au microscope de l'ADN et a complètement fusionné avec son matériel génétique observé. Elle le décrivait peut-être pas comme ça à n'importe qui, mais en tout cas, ce que j'ai lu de ses témoignages, c'était ça. Et elle était dans son monde, dans sa bulle complètement, un peu la farfelue du campus, quoi. Et en fait, elles ont fait toutes des grandes découvertes grâce à ça, en fait, à leur originalité et à des valeurs qui sont dites féminines dans notre culture, quoi. C'est-à-dire la patience, l'empathie, l'observation un peu passive et voilà, sur le long temps, et pas l'action, modifier des choses, avoir une empreinte tout de suite sur les choses, qui sont des valeurs plus masculines. Jane Goodall, elle est restée 50 ans quand même à étudier les chimpanzés en immersion totale avec eux. Donc elle s'est attachée à eux, elle leur donnait des noms, elle les touchait. C'est des choses qui étaient mal vues à l'époque et en fait qui a permis de découvrir que les relations sociales des singes étaient très complexes, de découvrir qu'ils utilisaient des outils et qu'ils se l'apprenaient les uns les autres, des choses vraiment révolutionnaires. Donc je voulais montrer que ces valeurs-là, en tout cas en sciences du vivant, c'est très important et qu'il fallait leur donner des lettres de noblesse, quoi. Et que bien sûr les hommes scientifiques, il y en a qui l'ont utilisé
et qui l'utilisent, mais montrer que c'est vraiment plus que nécessaire en fait, ce côté soi-disant féminin. Et ce qui est amusant aussi, enfin amusant je sais pas d'ailleurs, c'est que ce parc, il a une organisation assez totalitaire finalement, c'est-à-dire que pour conserver le vivant et lui permettre d'être sauvegardé, les règles qui doivent être mises en place ont un côté totalitaire. Ah oui, oui, carrément. D'ailleurs, le directeur du parc ressemble un peu à un tyran. C'est clairement ça. La nature, elle est derrière des grandes clôtures qui grimpent dans la montagne. Enfin, on n'a aucun droit de passage. Il y a des drones qui surveillent non-stop, qui quadrillent en fait. Voilà, pour pas qu'aucun humain ne rentre, peut-être même des espèces invasives. Mais on se demande si c'est pas aussi pour l'empêcher de sortir, la nature. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre comme endroit. Je vois une logique apparaître, c'est-à-dire de protéger la nature à tout prix de l'humain, ce qui est une bonne intention, entre guillemets, mais en même temps complètement présomptueux. C'est pas le grand méchant humain qui va détruire la pauvre petite nature. C'est incroyable de penser comme ça, et on pense toujours comme ça, du coup. Et protéger, gérer et tout, c'est encore des choses qui sous-entendent que la nature est inférieure. Toujours, en fait. Et au lieu de vivre avec la nature de façon respectueuse, on va la protéger, l'enfermer. Et donc je voulais pousser ce concept au maximum. Et en gros, tout le monde appartient à l'humain. Donc c'est des champs, des villes, etc. Et il y a certaines zones attribuées à la nature qui sont en fait le lieu de la nature, l'endroit. C'est devenu un endroit en fait. Donc je voulais montrer ça et du coup que ce modèle ne marche pas vraiment bien. Hein. Je ne vais pas spoiler, mais ça ne marche pas trop. Et donc le disons en 2035 et on en est au Covid-37. Tu es quand même très pessimiste. Oui, ça me faisait rire d'imaginer le Covid-37 toujours là le Covid. Le livre il est publié donc chez Cambourakis dans la collection Sorcières. Oui. Pourquoi ? Parle-nous de cette collection, parce que c'est amusant de le retrouver dans la collection Sorcières, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sens derrière ça. Oui, c'est vrai. C'est une collection que j'ai découverte il y a 4-5 ans en cherchant sur l'écoféminisme. Et en fait, c'est une collection qui a beaucoup influencé lors du développement de cette BD. Parce que dedans, il y a certains livres comme le livre de Starhawk, qui est une sorcière politique américaine très connue, sur justement le fait que la magie est politique et très puissante et le retour en fait à une magie plus moderne et qui rend puissant les gens. Il y avait un recueil de textes écoféministes par Emily H, donc qui m'a fait découvrir plein de créatrices, d'autrices depuis les années 60 sur ce sujet. Il y a plein de choses, il y a des livres sur le cyborg, sur la science-fiction féministe qui m'ont quand même vachement touchée, qui m'ont donné envie de faire de la science-fiction carrément. Vu que ça m'avait beaucoup influencé, j'ai envoyé en premier à Isabelle Cambourakis le dossier de cette BD. Et en fait, elle m'a contactée tout de suite et on s'est rencontrés et c'était décidé, quoi. Justement, tu parles beaucoup d'écoféminisme. Comment tu le définirais ? Alors, l'écoféminisme. Alors, au début, donc, j'ai découvert ce mot, je crois que c'était dans un article de magazine, mais je ne sais plus lequel. Et je me suis dit, c'est quoi ? C'est un néologisme un peu séduisant, à la mode, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai cherché et c'est un concept qui date des années 60-70, qui a été mis au point par Françoise d'Aubonne, une Française d'ailleurs, et qui n'a pas été très connue en France ensuite, mais bon. Et en gros, c'est pour expliquer que l'exploitation de la nature et l'exploitation des femmes seraient reliées, et sont reliées, parce que ça vient d'un même système de pensée, en fait, de hiérarchisation entre les humains, donc par exemple les hommes sur les femmes, la domination des blancs sur les hommes, des hommes sur les animaux, enfin voilà, et ainsi de suite. Et donc tout découle de cette pensée-là. Et donc au lieu de séparer les deux luttes, le féminisme et l'écologie, on voit que tout est relié et qu'en fait il faut être anti-domination tout simplement. Enfin tout simplement. C'est dur hein, de détruire ce système, mais on voit que ça vient de la même source, quoi, clairement. Et donc en fait ça m'a tout de suite touchée parce que j'ai toujours été entre l'écologie et le féminisme. Là je fais d'accord, en fait c'est la même lutte. Tu disais que tu as une formation scientifique au départ, pas du tout artistique. Comment se fait la bascule et pourquoi justement à un moment donné, ton personnage Zoa, il se dit que si elle veut continuer dans la science, il faut qu'elle intègre un de ces super parcs. Toi, à quel moment tu te dis que finalement tu vas te tourner plutôt vers le monde de l'art et peut-être que tes messages vont aussi
peut-être plus passé par l'art que par des recherches scientifiques? C'est à la fin de mes études. J'ai toujours été le cul entre deux chaises, on va dire. J'ai toujours créé et voulu avoir du temps pour créer. Et la science, ça me passionne, ça me passionnait, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que c'est très prenant. C'est comme, je sais pas, rentrer dans les ordres presque. Enfin, on finit à 21h, on donne toute sa vie, de son temps à ses recherches, et comme les artistes d'ailleurs font. Et du coup, j'arrivais pas à choisir et je voulais pas choisir en fait. Et à la fin de mes études, je me voyais pas. En plus, c'était très contraignant de faire une thèse en sciences du vivant, en écologie, comportement animal, parce qu'il y a très peu de place, il y a très peu de thèses proposées en France. Il aurait fallu que je bouge forcément, que ce soit pas sur un modèle qui me plaît forcément. Est-ce que j'aurais trouvé du travail en France? Même pas sûr. Enfin, c'était très complexe. Et je voulais parler de science. En fait, plein de sujets m'intéressaient. Je me voyais pas non plus rester sur un seul modèle pendant des décennies, des fois. Enfin bref, plein de choses qui ne correspondaient pas à ma personnalité, finalement. Et je me suis dit, je vais faire plutôt de la vulgarisation, quoi. Un mix entre les deux, du coup. J'ai fait un film documentaire sur le frelon asiatique, juste après la fac. Donc c'est parce que j'avais fait un stage sur ce frelon, en fait. Et je trouvais les images incroyables, en fait. Et je voulais le montrer au grand public. Après, c'était très très fictionné, quoi, ce documentaire. Je faisais un peu parler les abeilles et les frelons, on va dire. Donc c'était déjà un peu un ovni, je pense, dans le docu animalier. Et après, j'ai eu d'autres projets. Et justement, comment t'en viens à la bande dessinée? Est-ce que c'est parce que t'as baigné dedans enfant? Est-ce que c'est parce que tu te dis que c'est pour raconter la science, c'est pratique parce que ça coûte pas très cher à dessiner, contrairement au cinéma, ou voilà, comment tu fais la bascule? Exactement. En fait, en effet, on peut faire de la BD si on dessine et qu'on est patient. Et moi, je commençais à savoir raconter des histoires quand même avec tous mes projets audiovisuels. Et en effet, par exemple, je suis passée par un projet de dessin animé pour enfants qui n'a pas été acheté finalement. Mais voilà, j'ai beaucoup écrit de scénarios. Et en fait, c'était frustrant de devoir avoir plein d'argent pour pouvoir faire un épisode, d'avoir toute une équipe, ce qui est fun au début et tout. Mais en fait, c'est assez contraignant. Puis on doit tout le temps avoir l'avis de tout le monde et remodifier. En fait, c'est assez frustrant pour un créatif, quoi. De se restreindre tout le temps. Et du coup, la BD, je sais quand même, ça fait depuis toujours que je suis passionnée de BD, j'ai plein de copains dans la BD. Je sais que c'est un métier dur, mais en fait, si c'est pour galérer et tout ça, autant faire de la BD, hein, tout simplement. Donc je me suis lancée enfin. J'ai fait 6 mois quand même de formation professionnelle à l'école Cézanne, à Paris. Donc en storyboard et RAW, donc c'est le brouillon en fait de la BD. Donc on a fait du scénario, on a fait plein de choses différentes, même de la colorisation. On a appris le langage en fait BD, comment faire des ellipses, des choses comme ça. C'était passionnant et je m'en sers encore beaucoup de ces cours. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées qui traitent de ces questions alors écologiques évidemment, mais même plus largement scientifiques. On pense évidemment à Mario Montaigne, mais il y en a plein d'autres. Tu sens aussi qu'il y a un courant, tu disais j'ai envoyé chez Cambourakis, on m'a tout de suite dit oui, qu'il y a un courant aussi et un goût des éditeurs pour ces bandes dessinées scientifiques, de vulgarisation scientifique. Ouais, j'ai l'impression que ça commence bien. Je sais pas si c'est grâce à Marion Montaigne, mais j'adore son travail et c'est bien à l'image de ce qui se passe, quoi. De rendre les sciences très fun et divertissantes. C'est assez nouveau en France quand même. Enfin, je sais pas, 10-15 ans. Avant, c'était quand même assez pédagogique, hein, pas très ludique, quoi. Et là, c'est vachement... Ça se développe. Il y a des podcasteurs, des youtubeurs passionnants. Enfin, même moi, j'écoute des trucs sur la physique, alors que je déteste la physique à l'origine, quoi. Donc, comme quoi, ils sont capables de nous intéresser. Et c'est un public de jeunes et tout ça, c'est chouette, quoi. Je suis contente de voir ça. Et donc, tu vas intéresser du monde avec les faits scientifiques, qui est quand même un livre qui, au départ, devait faire 160 pages, si j'en crois une interview de toi que j'ai retrouvée d'il y a quelques temps, et qui en fait plus de 300. Oui. Comment on passe de 160 à 300? C'est ça. Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais même moi, j'étais étonnée de voir ça, que j'avais dit 160 pages. J'étais très, waouh, à côté de la plaque. Mais apparemment, c'est classique. Hein. C'est les premiers livres, on se dit 100, 150 pages, on finit avec 400 pages. Lors du storyboard, ça a débordé de partout. J'ai fait tant pis, hein, YOLO, allons-y. Et ça donne ce résultat, les faits scientifiques, qui sont donc édités chez Cambourakis. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête? Oui.
La première BD que tu as lue? J'ai pas trop une grande mémoire en fait, mais je pense que ça doit être les Tom Tom et Nana dont j'aime lire parce que j'étais abonnée et j'étais fan. Après c'était les Tintins, mais je sais plus, pas longtemps après je pense, mais j'ai lu tous les Tintins que mon père avait. Voilà. Après il y a les Gaston, mais c'est encore un peu après je crois. Enfin bon, c'est surtout Tom Tom et Nana je pense. Les Classique. Ouais. La meilleure BD de tous les temps? C'est dur là de dire c'est quoi cette question de tous les temps. Waouh. Moi j'ai adoré ces derniers temps Claire Brault avec son Mambo. J'ai découvert il y a quelques années, puis j'ai adoré son dessin, sa folie et sa liberté totale. On sent que c'est de l'improvisation de A à Z et que ça part dans des délires jouissifs quoi. C'est trop bien. Une des BD qui m'a donné envie de vraiment me lancer. Je me suis dit, c'est libre, allons-y. La plus belle couverture de bande dessinée? Alors, il y en a plusieurs dernièrement qui m'ont vraiment attirée. Bon, on va dire celle de Hélène Husdin, René au bois dormant, parce qu'elle est magnifique, quoi. C'est un tableau. D'ailleurs, toute la BD, c'est des tableaux. Hein. Je sais pas comment elle fait. Chaque case, c'est une peinture en soi. On a envie de l'encadrer. Enfin, c'est une peinture, c'est pictural et ces couleurs, c'est incroyable, quoi. C'est plus qu'inspirant. Enfin, c'est fou, c'est génial. La plus belle case de BD? Alors ça c'est vraiment un piège, la case de BD. Trop dur, quoi. Moi, je pense aux Grands Espaces de Catherine Meurice. Parce que, en tout cas, je sais pas si c'est une case ou une planche entière, mais je me souviens, peut-être une double page. À un moment, on tourne la page et on voit un magnifique et gigantesque paysage avec plein de détails, de nature. C'est un champ avec une forêt au loin, je crois, et on voit le petit personnage, tout petit au centre, qui regarde, en fait, qui est vraiment tout humble et qui est juste dans la contemplation de la nature. Ça m'a vachement touchée. Ton personnage de BD préféré? Moi, c'est Gaston Lagaffe, depuis petite. Hein. Il me fait trop rire et il est complètement inadapté. Et il me rassure, en fait. Voilà. Et ton personnage de BD détesté? C'est dur à dire, quand même. Hein. Vraiment détesté. Je dirais peut-être Picsou, le méchant oncle radin et capitaliste au possible. Voilà, jamais sympa. Ton super-héros préféré? Alors les super-héros, je m'y connais pas beaucoup, mais je dirais Batman, parce que j'ai adoré les films de Tim Burton et il est un peu foufou et il a plein de failles. Et en plus, j'adore ses gadgets et la Batmobile. Le fait que ce soit pas vraiment des super-pouvoirs, c'est juste plein de gadgets différents qu'on a envie d'avoir, quoi. Et ton super-héros détesté? Bah, pas un méchant, j'aime bien les super-vilains, tout ça, mais peut-être Superman, parce qu'il est hyper plat, quoi. Il est juste super puissant, enfin, ça m'intéresse pas du tout. Tu dessines dans le calme ou en musique? En tout cas, pour les storyboards scénarios où il faut cogiter, là, c'est calme total. Et sinon, quand je fais la couleur, le trait, un peu de musique, mais surtout beaucoup de podcasts. Couleur ou noir et blanc? Bah, couleur, hein. Oui. La couleur, j'adore. Et pour finir, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur qu'on ne connaîtrait pas forcément et que tu voudrais nous conseiller de découvrir? J'ai rencontré Solé Otero, une Argentine, qui était à la Maison des Auteurs. Et j'ai lu son livre, Naphtaline, qui a été traduit en France par ça et là. Et c'est passionnant, en fait. C'est vraiment... déjà, esthétiquement, c'est très fort, c'est très beau. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille de 18-19 ans qui se demande pourquoi sa grand-mère était, à la mort de sa grand-mère, pourquoi elle était si aigrie tout au long de sa vie, très dure avec ses proches. Et en fait, on part dans le passé très souvent, dans le passé de sa grand-mère. C'est une famille d'immigrés italiens en Argentine. Et voilà, on comprend mieux sa dureté, en fait, et sa frustration dans la vie. Et en fait, ça m'a aussi permis je trouve ça assez universel, parce que on peut soi-même se poser des questions sur sa famille et les avoir catégorisés, chiants ou je ne sais quoi, et en fait de pouvoir gratter un peu dans leur passé et de mieux les comprendre, en fait, pour les accepter et vivre avec. Merci, Zoé Sauvage. Bah, de rien. Et on lit donc cette BD, Les Faits Scientifiques, chez Cambourakis. C'est le moment où on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Mathieu Maury, responsable de la librairie. De quoi as-tu décidé de nous parler ?
de Journal inquiet d'Istanbul, le volume 1 par Ersin Karabulut chez Dargaud. Le récit des années de jeunesse en fait d'Ersin. Comment est-ce que ce jeune garçon en fait va devenir dessinateur, cette passion voilà qui l'anime dès l'enfance. Et c'est à la fois son parcours et les évolutions sociales et politiques de la Turquie de son enfance jusqu'à la fin des années 90. C'est assez passionnant, c'est extrêmement bien fait. On est entre un dessin, caricature tel qu'il lui le fait et assez réaliste. C'est sans concession, c'est vraiment à la fois très drôle et très poignant. Ça m'a fait beaucoup penser à l'Arabe du futur, pour moi en mieux fait. Non, vraiment un excellent album à découvrir là pour cette rentrée littéraire BD. On redonne les références ? Ersin Karabulut, Journal inquiet d'Istanbul chez Dargaud. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.